à toutes et à tous. Bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre Imam, Mondes arabes et musulmans. Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, IREMAM, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Livre Imam est un cycle d'entretiens organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Nous évoquerons aujourd'hui un ouvrage intitulé « L'enquête en danger, vers un nouveau régime de surveillance dans les sciences sociales », paru tout récemment, en 2022, chez Armand Collin. Nos invités du jour sont Pierre Fournier, Vincent Gesser et Yves Mirmand, qui ont dirigé ce travail collectif avec Philippe Aldrin. Et nous recevrons également deux contributrices de l'ouvrage, Laurence Dufresne-Aubertin et Mariana Guilia. L'enquête en danger propose une analyse sociologique des contraintes croissantes qui pèsent sur la production de connaissances dans le domaine des sciences sociales. Ces contraintes peuvent évidemment être d'ordre politique, judiciaire ou policier. Toutefois, les textes rassemblés dans l'enquête en danger montrent que ces contraintes peuvent aussi prendre des formes moins intuitives, relevant par exemple des modes de financement de la recherche, de l'encadrement administratif de cette dernière au sein des institutions académiques, ou encore des formes de surveillance que peuvent exercer les universitaires sur leurs propres collègues. Si l'enquête en danger explore donc la diversité des formes de surveillance dont les sciences sociales font l'objet, elle étudie également cette question dans des contextes politiques et géographiques très divers, à savoir des démocraties libérales occidentales, et en particulier la France, et des régimes autoritaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et à ce sujet, avant de commencer cette discussion, je voudrais rappeler à nos auditeurs que notre collègue au CNRS Fariba Adelkha est retenue en Iran comme prisonnière scientifique depuis le 5 juin 2019 et que nous lui exprimons bien sûr toute notre solidarité. Ma première question s'adressera à Pierre Fournier, professeur de sociologie à Aix-Marseille Université et chercheur au laboratoire Mésopolis. Vous écrivez dans le livre que depuis 2 décennies, les chercheurs ont perdu une part importante de leur autonomie professionnelle. Pourriez-vous en donner quelques illustrations ? Oui, c'est effectivement une question qu'il faut se poser parce que on va regarder ce qui se passe dans cette période récente, même si 2 décennies, c'est pas tout à fait très court. Il se passe des choses particulières dans l'environnement professionnel des chercheurs, mais peut-être il faut prendre 2 secondes, un peu de recul pour se dire les questions d'autonomie sont pas nouvelles. Les questions d'autonomie de la recherche, on doit les affronter presque avec ces disciplines et ce n'est pas un savoir évident que de venir travailler sur le monde social et donc on n'a pas laissé les chercheurs travailler aussi facilement, à moins qu'ils soient au service du pouvoir par exemple. Ça, on a pu connaître et l'histoire de nos disciplines a montré que l'histoire de la sociologie, l'histoire de l'anthropologie, l'histoire de la science politique pouvaient être des histoires de disciplines en train de soutenir des pouvoirs. Donc la question de cette autonomie, elle est posée depuis longtemps. Alors, elle s'est plutôt gagnée par une professionnalisation de ces disciplines, comme tu l'évoquais. Cette professionnalisation, c'est l'idée de se voir confier une mission, de faire reconnaître cette mission, de pouvoir à partir de là garantir que les personnes qui l'exercent ont des caractéristiques de formation qui ont été contrôlées par leurs pairs, PAIRS, leurs collègues, et qui les mettent justement à distance de ces pouvoirs qui pouvaient mordre sur leur autonomie. Donc petit à petit, un mouvement de professionnalisation a fait acquérir des possibilités d'autonomie qu'on a valorisées et explicitées. Est-ce que pour autant, le mouvement est un mouvement continu qui avance toujours ? On pourrait presque le penser. Le titre de l'ouvrage que nous avons donné, c'est « L'enquête est en danger ». Ah, on se pose des questions sur l'enquête. C'est donc qu'on pratique l'enquête. C'est donc qu'on s'est mis à distance de ces pouvoirs qui pouvaient contrôler ce que nous disions pour faire de l'enquête. Mais si l'enquête est en danger, si un certain nombre de chercheurs témoignent d'un sentiment d'autonomie menacé dans leur travail, mais il faut peut-être le prendre au sérieux. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'ouvrage et de prendre des exemples de ces acteurs plus nombreux qui sont venus peupler l'écologie professionnelle des chercheurs en sciences sociales. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
Il y a bien sûr le chercheur qui travaille avec ses enquêtés, mais il y a aussi une tutelle, son employeur, celui qui lui confie des financements, mais qui en échange veut recevoir un rapport sur son activité. Il y a aussi des collègues qui viennent valider le travail qui est mené par les chercheurs. Donc tous ces éléments qui favorisent une autonomie par un équilibre de pouvoir et de contre-pouvoir entre enquêtés, chercheurs et tutelle et pairs, est aujourd'hui compliqué par l'apparition de nouveaux acteurs. Alors, quels sont ces nouveaux acteurs? Pour en donner quelques-uns. On en est à une écologie professionnelle qui s'enrichit. Qui s'enrichit de quoi? De qui? Ben oui, on connaît aujourd'hui peut-être des mouvements qui font apparaître à côté de la tutelle qui donnait un financement aux chercheurs, d'autres acteurs qui attribuent ces financements. C'est l'Agence nationale de la recherche, c'est l'European Research Council, ce sont d'autres acteurs comme ça qui viennent nous apporter des financements nouveaux, des entreprises aussi, des mondes associatifs peuvent financer la recherche. Très bien, tant mieux, formidable. Oui, mais derrière, il y a des possibilités de vérifier si ce qui est apporté répond bien. Alors quand c'était les tutelles, ben, le mode de régulation, je vous l'ai dit, c'était une validation du travail par les collègues, par les pairs. Aujourd'hui, que ce peut être aussi une association ou un monde d'entreprise ou une administration, ben, ce sont selon d'autres critères que ces travaux sont appréciés. Et donc, des formes d'autonomie qui s'étaient consenties entre nous et construites entre nous sont menacées. Même chose sur l'idée qu'on va attribuer de l'argent en fonction de la reconnaissance du chercheur. La reconnaissance, elle se gage sur son nombre de publications. Bah, très bien, formidable, on va faire des comptages là-dessus. Quand ce sont les pairs qui s'occupent de ça, qui construisent des instances de contrôle de l'activité, on voit qu'on reste dans cette idée d'une autonomie entretenue par les collègues sur les collègues. Quand en revanche ce sont des agences de ranking, quand ce sont d'autres formes d'acteurs qui interviennent, eh bien on sort un peu de cette écologie professionnelle-là et on s'ouvre à autre chose. Quand on a des acteurs comme les disputes éventuelles entre chercheurs qui sont tranchées par des référents intégrité, ce sont des collègues qu'on dédie à cette division, par une division du travail, à cette mission, eh bien on crée aussi, là encore, des possibilités de considérer que l'autonomie des chercheurs peut être disputée devant des instances du droit commun, mais éventuellement avec intervention d'avocats, de passage en justice de ces affaires-là. Donc on voit bien que l'écologie professionnelle des chercheurs s'est transformée. Les entraves à l'autonomie des chercheurs sont évidemment multiples et spécifiques à chaque contexte d'enquête. Toutefois, vous identifiez 3 dynamiques principales derrière la remise en cause croissante de la liberté d'enquêter. La première, c'est la managérialisation du travail des chercheurs. C'est ce que je viens un petit peu d'évoquer en parlant de ces contrats de recherche qui nous financent désormais. C'est ce que j'ai évoqué en parlant d'un certain nombre d'acteurs qui viennent interférer dans l'évaluation du travail scientifique. Un deuxième point, c'est celui du développement d'une expertise de production de connaissances qui n'est pas confiée au monde académique, mais qui est confiée à une autre catégorie d'acteurs, formés souvent dans le monde académique, formés à l'université, mais reprenant, et cette fois avec un sens du financement qui est un peu autre. Ils travaillent pour telle institution et donc répondent dans leur travail à cette institution, à la commande de cette institution pour produire des travaux. Ben, cette concurrence de compétences, d'expertise académique et d'expertise technique, pourrait-on dire, ou administrative, fait aussi apparaître d'autres tensions sur le travail. Enfin, on a peut-être une bonne nouvelle, une attention plus forte portée aux travaux des sciences sociales, mais aussi une politisation de cette attention, qui fait donc que le travail mené par les chercheurs en sciences sociales a une utilité. C'est même comme ça qu'on évalue les possibilités de financement en disant « témoignez-nous que vous allez travailler pour quelque chose ». Donc ce quelque chose qui vaut utilité vaut prise en charge de ce qui va être produit par les chercheurs dans des sphères autres que celles du monde académique.
c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les sciences sociales vont être utiles à une réflexion approfondie sur le lien social, sur les formes d'organisation sociale. Mais c'est aussi un risque de dire, ben, tiens, finalement, c'est par leur médiatisation ou par la reconnaissance que leur témoignent des acteurs d'une toute autre nature qu'on va pouvoir dire, tiens, tel travail est intéressant plus qu'un autre. Et à ce moment-là, on a aussi à réfléchir sur ces possibilités d'enquête avec une certaine autonomie garantie par le fonctionnement collectif qui sont compromises à cette occasion-là. Troisième et dernière question pour vous, Pierre Fournier. Vous écrivez que le livre n'est ni un plaidoyer, ni un cahier de doléances consignant les expériences pénibles de la recherche de terrain. Il n'est pas non plus un catalogue de recettes à destination des chercheurs confrontés à la surveillance. Quel est donc l'objectif de cet ouvrage? Mais il était de faire un formidable écrin à des héros. Voilà, nous avons trouvé une vingtaine de héros. Non, surtout pas. Surtout pas, c'est pas ce que nous voulions faire. Nous ne voulions pas rentrer dans cette idée que les difficultés de la recherche allaient laisser triompher les meilleurs et que c'est grâce à cette sélection-là que nous aurions une recherche en sciences sociales bien meilleure. L'objectif est autre. Il est de se dire, tiens, prenons au sérieux ce sentiment d'entrave dont témoignent les chercheurs. Si on le perçoit aussi fréquemment, ça vaut quand même le coup d'être réfléchi. Je l'ai dit tout à l'heure, si on le perçoit, c'est qu'on fait de l'enquête, donc c'est une bonne nouvelle. Mais si on le perçoit avec autant de récurrence, il faut qu'on documente ce sentiment de surveillance que ressentent les chercheurs. Après tout, c'est peut-être une bonne nouvelle de prendre du temps, de s'arrêter à ce sentiment de surveillance. Surveillance exercée par les tutelles, exercée par les autres chercheurs, exercée par les enquêtés aussi. C'est peut-être une meilleure façon de travailler avec eux que d'être attentif à ce que eux nous renvoient aussi. Donc, c'est comprendre mieux le social. Le social, c'est quand tout le monde surveille tout le monde. Au fond, ça pourrait être une définition du social. Donc, posons-nous la question systématiquement sur nos terrains de cette expérience d'entrave que nous ressentons. Est-elle un témoin d'une vie sociale assez ordinaire où les acteurs sociaux se regardent les uns les autres, ou est-elle plus que cela? Déjà, il y a un gain à réfléchir sur cette surveillance. Prenons ce gain. Réfléchissons aussi à ce sentiment d'entrave et aux façons de le dépasser. Oui, on a pas forcément des héros, mais on a bien des chercheurs qui témoignent dans cet ouvrage d'occasions qu'ils ont eues de faire avec ces formes de surveillance, de trouver des manières d'y réagir, de composer avec et de produire néanmoins des connaissances. Jusqu'à ce que le résultat produit soit finalement de témoigner de surveillances qui ne vont pas tout à fait dans tous les sens et qui forment peut-être système. Et à ce moment-là, quand elles forment système, ces modalités de surveillance, elles peuvent être un véritable danger pour l'enquête, danger pour les sciences sociales. Un régime de surveillance, c'est ce que nous employons comme terme dans le sous-titre de l'ouvrage, viennent mettre en péril les possibilités de connaissance de première main, et c'est ce dont le livre voulait témoigner, signaler que c'est une bonne nouvelle de s'interroger sur la surveillance, mais si la surveillance devait faire régime, là, on serait en danger. Je vais maintenant me tourner vers Vincent Gesser, qui est chercheur à l'IREMAM. L'enquête en danger rassemble à la fois des contributions portant, on l'a dit, sur des enquêtes de terrain menées dans des contextes politiques dits démocratiques, principalement en France, et d'autres qui concernent des systèmes autoritaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et vous, à titre personnel, vous faites un peu la jonction entre ces deux types de terrain, puisque, pour reprendre une de vos formules, vous affirmez que vos recherches vous ont mené aussi bien dans les quartiers nord de Tunis, où vous aviez enquêté auprès de dissidents politiques issus en général de milieux privilégiés, que dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous pourriez d'abord partager avec nous votre expérience de la surveillance dans la Tunisie de Ben Ali, et dans un second temps, nous dire ce que vous inspire cette comparaison entre expérience de recherche des deux côtés de la Méditerranée. Je dirais que ma communication est assez représentative de la ligne éditoriale du livre. C'est qu'on n'a pas voulu tomber dans cette dichotomie qui serait d'un côté des chercheurs héros travaillant sur des terrains autoritaires, des objets difficiles, dans des contextes quasi dictatoriaux, et de l'autre finalement des terrains dits plus ouverts, démocratiques, moins compliqués.
compliqué. Ce choix n'est pas un choix, je dirais, a priori. Il est un choix qui s'est imposé par nos expériences de recherche, nos expériences à travers les auteurs qui ont participé à ce livre, et en l'occurrence moi qui effectivement a la chance ou la malchance, je ne sais pas, de travailler sur les deux rives de la Méditerranée. Et à partir de ces expériences, non pas pour tomber ou de verser dans une quelconque forme de relativisme, finalement, quel est le bilan que je peux tirer de ça? C'est que parfois, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à travailler sur des quartiers populaires ou pas populaires d'ailleurs en France. J'ai fait l'objet de formes de surveillance, j'ai fait l'objet de formes de censure, j'ai fait l'objet de formes de contrôle, voire d'autocensure, notamment sur des sujets touchant les quartiers populaires et touchant plus particulièrement les questions d'islam en France, que sur des terrains autoritaires où d'une certaine façon j'avais anticipé, je m'étais construit une forme d'armure, j'avais développé des formes de tactiques pour échapper directement à la surveillance frontale du régime, ce quoi je ne suis pas toujours arrivé. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une forme de relativisme de dire qu'il n'y a pas de différence entre terrain autoritaire et terrain en contexte démocratique, mais c'est bien né de cette expérience. Et je dirais à deux titres aussi. Premier titre, c'est que finalement l'expérience que j'ai eue en Tunisie, qui a été seconde après ma thèse, donc j'ai fait mon travail de thèse, m'a montré aussi qu'elle m'apprenait énormément de choses pour ce que j'allais faire plus tard en France, notamment dans la façon de me positionner par rapport à ma tutelle, par rapport à mes collègues, par rapport à mes enquêtés. Et de ce point de vue-là, si je puis dire, les terrains autoritaires sont aussi une école pour l'enquête en sciences sociales, pour les enquêteurs en sciences sociales qui travaillent de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est-à-dire sur la rive nord. Donc ça, c'est la première chose à dire, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de différence ontologique entre ces terrains. La preuve, c'est que ce que nous apprenons sur les terrains dans des sociétés dites dominées par des régimes autoritaires sont finalement un apprentissage du métier de sociologue, du métier de politiste, d'historien ou de géographe, qui est profitable aussi pour les terrains de ce côté-ci de la Méditerranée. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, et ça rejoint aussi ce que disait mon collègue Pierre Fournier sur « va-t-on vers un régime de surveillance dans les sciences sociales ?» Est-ce que ce fameux détour par les terrains dits autoritaires, d'une certaine manière, n'anticipe pas un certain nombre de tendances, de pratiques de surveillance, des pratiques de contrôle, de censure, d'autocensure, d'autocontrôle, qui sont en train de se développer, de se banaliser, de se routiniser dans les sociétés du Nord. D'une certaine manière, est-ce que ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons dans ces sociétés dites autoritaires ou dominées par des régimes autoritaires, ce n'est pas quelque chose que nous découvrons, que nous vivons, que nous expérimentons de plus en plus de ce côté-ci de la Méditerranée. Alors attention, et je mets en garde les lecteurs ou les lectrices qui nous écoutent. Il ne s'agit pas pour nous, et on voit bien avec le drame qui frappe notre collègue Fariba Abdelhak, on n'est pas là pour faire du relativisme en disant que l'Iran c'est la France c'est l'Iran, et que ce qui se passe en Égypte ou ce qui se passe en France c'est la même chose. On ne tombe pas du tout dans ça, hein, on n'est pas du tout dans un registre revendicatif, et pour dire démocratie ou non démocratie, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc, comme ça pouvait se dire à une certaine époque, ou que le disait un parti à propos des partis de droite. C'est pas du tout notre propos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux ou celles parmi les chercheurs, les doctorants, les étudiants qui ont expérimenté et qui ont travaillé sur ces terrains, ça leur permet de comprendre finalement des choses que nous expérimentons, que nous vivons, auxquelles nous nous heurtons, avec lesquelles nous devons œuvrer, avec lesquelles nous devons composer ici, dans ces sociétés-là, et que finalement, quand on parle de la Tunisie, comme je l'ai fait, quand on parle de la Syrie, comme l'a fait Thomas Pierret, quand on parle de l'Égypte, comme l'a fait Marina Geglia, quand on parle de l'Algérie, comme le fait Laurence Dufresne, on parle d'expériences qui font sens et qui nous permettent d'éclairer des problématiques de surveillance, de contrôle et de censure qui s'exercent de ce côté-ci de la Méditerranée dans notre métier quotidien de chercheur ou d'enseignant-chercheur en sciences sociales. Donc pas de relativisme. On n'est pas là pour dire l'autoritarisme et la démocratie c'est la même chose, c'est pas le propos du livre, et je dirais que ça trahirait notre livre, mais en tout cas, expérience commune, détour nécessaire pour éclairer des tendances lourdes
qui touche l'ensemble des chercheurs en sciences sociales des deux côtés de la Méditerranée, et je dirais même à l'échelle internationale des deux côtés de l'Atlantique. Nous allons cette fois rester sur la rive sud de la Méditerranée avec Laurence Dufresne-Aubertin, qui est politiste, doctorante à l'IREMAM et à Mésopolis, et ingénieure d'études dans le programme ERC DREAM. Alors, Laurence, la surveillance étatique a eu un impact déterminant sur les recherches que vous avez menées en Algérie. En effet, après avoir entamé une enquête sur les émeutes intercommunautaires survenues dans la vallée du Mzab en 2013-2015, vous avez décidé, du fait de la surveillance de l'État algérien, de vous réorienter vers l'étude des rapports ordinaires aux politiques à partir de l'accès aux logements sociaux. Vous soulignez toutefois que cette expérience de la surveillance ne fut pas seulement une entrave à votre travail, mais que vous lui avez également trouvé une valeur heuristique. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer quelle fut votre expérience de la surveillance en Algérie et ce que cette expérience vous a appris sur le rapport des Algériens aux politiques? L'expérience que j'ai eue en Algérie a été marquée par différents types de surveillance, principalement des formes de filature dans l'espace public de la part de policiers en civil, mais également par moments des formes d'imposition, disons d'accompagnateurs issus de la police, qui viennent prendre des nouvelles, disons, de manière plus ou moins insistante, mais aussi des pratiques d'intimidation, que ça a été dans la région du Sud, au Mzab, comme vous l'avez mentionné, mais également plus au nord et dans un contexte marqué par une forte incertitude politique avec l'émergence du Hirak. Et donc il y a eu plusieurs arrestations, des interrogatoires et éventuellement une expulsion. Et donc forcément toutes ces pratiques-là à des degrés différents et surtout qui n'ont pas été toujours faites de manière continue. Ont marqué ma recherche, mais surtout ce que je pense que je voulais évoquer dans le texte que j'écris pour dans le chapitre que j'écris pour ce livre, c'était justement d'essayer de décentrer l'expérience de la surveillance, pas seulement d'un point de vue de la recherche et des chercheurs, mais d'observer plutôt comment cette expérience-là, pour une chercheuse étrangère, ce qui est mon cas, devenait une forme d'apprentissage ou d'accélération de la compréhension du contexte dans lequel se déroulait mon enquête, et qui forcément les régimes de surveillance auxquels moi j'ai été confrontés se déploient pas à l'identique dans toutes les situations et auprès de tous les acteurs. Cependant, ce que j'essayais d'amener un peu dans ce texte-là, c'était que c'était une pratique relativement quotidienne et banale, et que si c'était pas nécessairement actualisé dans les expériences de tout le monde, c'était une trame de fond, et que ça structurait des formes de représentation du politique, notamment des lignes rouges à franchir ou ne pas franchir. Ce que j'essaie de montrer, c'était justement cette forme de transformation des perceptions que j'ai expérimentée à travers cette rencontre avec la surveillance, que ce soit par aussi des petites formes de paranoïa qui se développent, une forme de suspicion accrue, de vigilance, de méfiance, qui sont des affects qui n'avaient pas une place aussi saillante dans mes expériences de terrain ailleurs. Mais aussi des formes d'intériorisation de limites et d'autocensure, et aussi de transformation du rapport à mon corps, de la manière de poser un regard. Et donc une bonne partie de notre travail, c'est notamment celui d'observer. Donc que faire de ces techniques-là du regard. Donc ça a été un peu cette expérience de surveillance, et pour répondre plus largement à votre question, qui est celle de ces 10 rapports aux politiques. Donc je pense que ce que moi j'en retirais, c'était justement cette forme d'intériorisation des contraintes auxquelles moi auxquelles j'étais confrontée, était plus largement partagée par les personnes que je rencontrais. Donc que ce soit notamment dans les modalités d'énonciation du politique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cette volonté de faire une forme d'évaporation du politique, ou de l'éviter du moins. Donc, sauf que ce que moi je trouvais particulièrement intéressant, c'est que les lignes rouges ou les lignes de ce que serait cette essence du politique étaient ajustables, modifiables, négociables,
et que finalement ça m'obligeait à réfléchir à la manière dont les acteurs que je rencontrais en situation étaient obligés de se repositionner par rapport à des marges de manœuvre qui sont loin d'être fixes. C'est-à-dire que je pense que peut-être que très naïvement, quand je suis arrivée sur mon terrain, j'avais l'impression que des lignes rouges étaient des choses qui étaient très ancrées dans le marbre, en fait. Et ce que je me rendais compte, c'est que c'était beaucoup plus évanescent et que ça rendait compte, d'ailleurs, d'une part de l'arbitraire, mais aussi des modalités mais aussi du fait que de manière très surprenante, on peut se permettre de franchir ces lignes rouges avec qu'il y a des marges de manœuvre en fait. Et donc ce que j'ai voulu regarder, c'était plutôt ces formes de marge de manœuvre, ces arts de faire ou ces formes d'ajustement que mettaient en place les différents enquêtés et qui, c'est difficile de le resynthétiser maintenant parce que c'est soit des requérants de logements sociaux, soit des garçons de quartiers populaires. Et donc, on fait différents types d'acteurs qui sont confrontés à des manières différentes d'appréhender le politique, mais que, de manière, si on peut schématiser un peu, il y a un rapport à l'opacité. En Algérie qui est très fort, c'est un registre d'énonciation du politique qui est récurrent. Et donc, comment on se repère dans cette opacité, comment on se repère dans une menace latente, dans une forme de promesse de répression, mais qui peut ne pas s'actualiser nécessairement. Et donc, c'est de regarder comment se jouaient ces soupçons, ces formes d'ajustement et la manière dont ça structurait la manière dont les acteurs venaient parler du politique. Donc voilà, donc un peu ces stratégies de protection, d'évitement du politique et d'ambivalence, et aussi que ça se joue à la fois dans le rapport que mes enquêtés entretiennent par rapport aux administrations publiques, qu'elles soient policières, bureaucratiques ou plus largement du rapport à l'État, mais qu'elles se jouent aussi puisque cette relation d'enquête elle est éminemment politique du fait de faire dire les gens qu'il y avait je sais pas comment dire, mais une forme de jeu d'échelle qui se jouait dans la relation d'enquête, de mon rapport aussi avec les autorités et de leur rapport avec les autorités, donc forcément à étudier plus finement selon les catégories d'acteurs, mais voilà, le but c'était un peu de désexotiser. Je me tourne maintenant vers notre collègue Marina Guilléa, qui est docteur en histoire, chercheur associé à l'IREMAM et ingénieur de recherche dans le programme ANR EG Landscape. Alors, durant vos recherches en Égypte, Mariana, vous avez fait l'expérience de contextes politiques et donc de régimes de surveillance très divers, puisque vous avez effectué vos enquêtes durant une période assez longue, entre les dernières années de la présidence Moubarak, la parenthèse révolutionnaire de 2011-2013 et la restauration autoritaire mise en œuvre par le maréchal Sissi. Ces évolutions vous ont contrainte à redéfinir non seulement votre objet d'étude, mais on pourrait dire aussi votre inscription disciplinaire, puisque vous avez commencé avec une problématique, en tout cas contemporaine. Donc cette recherche s'est muée en un travail de nature historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de cette transformation ? Tout d'abord, je voulais juste rappeler effectivement que j'ai commencé mes recherches en Égypte sur des objets qui s'inscrivaient déjà dès le départ dans le champ disciplinaire de l'histoire, ce qu'on pouvait dire histoire du temps présent. Ce que j'ai fait, mon premier travail de recherche qui a été réalisé dans le cadre d'un Master 2, portait sur l'histoire d'un journal alternatif indépendant qui avait été fondé par un groupe de militants d'extrême gauche appartenant à la génération des années 70. Et ce que je faisais là, c'était une sorte d'histoire culturelle du politique, un peu à la manière de Jean-François Sirinelli, dont je m'étais pas mal inspirée aussi. J'avais réussi à montrer, donc, à prendre ce journal à concevoir ce journal comme produit culturel d'un groupe d'acteurs hétérogènes, à montrer donc le passage d'une génération intellectuelle et militante à une autre génération intellectuelle et je dirais militante, mais bon, c'est pas du tout le même type donc d'engagement politique qui se passait là. Bref, en tout cas, j'ai toujours été un peu à la croisée entre histoire et sociologie politique. Et ce que je voulais faire dans ma thèse de doctorat, c'était d'élargir ce type de travail à d'autres titres
de la presse indépendante de l'époque, donc celle qui avait émergé un peu entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, disons. Donc j'avais 5 titres de presse fondés par des groupes d'acteurs là aussi hétérogènes, donc, et peut-être davantage hétérogènes que ceux qui avaient fondé le journal sur lequel j'avais travaillé auparavant. Parce que là, donc j'étais face vraiment à des grandes diversités. Donc, les plus grandes fortunes égyptiennes avaient investi dans le secteur de la presse. Donc, c'était plus des hommes d'affaires qui étaient d'anciens militants d'extrême gauche, mais plutôt, voilà, une certaine, ce qu'on pouvait appeler la nouvelle bourgeoisie, un peu qui était le produit des politiques d'Infitar menées à partir des années 70. Donc, et voilà. Et ce qui se passe là, c'est que je me retrouve en fait à mener des travaux de recherche dans des contextes extrêmement différents, qui sont en perpétuelle renégociation, c'est-à-dire entre évidemment 2010 et 2014, si on veut. On passe par ce que vous avez donc rappelé, des contextes politiques différents, donc, y compris la parenthèse révolutionnaire, voilà, de 2011-2013. Et donc voilà, dès le départ, je suis face à cette dimension de la surveillance policière, c'est-à-dire je la découvre via mes enquêtés. Dès la fin donc, du régime de Moubarak. Évidemment, dans les années qui suivent, cette dimension se complexifie, et elle se complexifie notamment à partir donc de l'été 2013. Moi, je venais juste de finir mon premier séjour de terrain dans le cadre de ma thèse, et là, on assiste au coup d'État de juillet 2013, qui ramène donc l'armée sur le devant de la scène politique, qui ouvre un contexte de restauration, donc politique. Et dans ce contexte, comme je l'ai dit donc, évidemment dans le chapitre publié dans ce livre, les limites du cible et du faisable ne sont plus exactement les mêmes qu'auparavant. Elles sont en renégociation, là aussi, elles ont du mal à se définir. Et donc, voilà, le savoir-faire auparavant incorporé dans le cadre de recherche passée n'est plus d'une très grande utilité, parce qu'on ne sait plus très bien comment se comporter, en fait, en bref. Donc, la première année de contexte de restauration, j'ai continué à mener mon enquête tout en adoptant des stratégies de contournement pour échapper un peu aux yeux de la surveillance policière. Voilà, par exemple, je me suis concentrée sur l'enquête auprès des hommes d'affaires, parce que à cette époque-là, du moins, ils paraissaient donc ralliés au nouveau régime, et donc voilà ce qui devait être fait de toute façon. Et par la suite, j'ai quitté temporairement le terrain en décidant en fait d'échapper un peu à la surcharge émotionnelle entraînée par la dérive répressive, tout en prévoyant de finir mon enquête par la suite. Et dans ce cadre, il y a plusieurs événements qui ont marqué en fait une rupture définitive avec ce terrain de recherche, que je vais rappeler très rapidement, mais bon, fin 2015, l'arrestation spectaculaire donc d'un de mes enquêtés, qui se trouvait être aussi l'un des plus grands hommes d'affaires du pays. Donc, événement, voilà, au-delà de la manière dont il avait été traité, abordé à la télé, par la presse, etc., montrer surtout que voilà, même les plus grandes fortunes égyptiennes, celles qui devaient donc participer à la construction de ce nouveau régime, faisaient l'objet donc de répression, de surveillance, etc. Le deuxième événement, c'est, je le rappelle parce que c'est lui qui a le plus marqué donc, le devenir de ma recherche doctorale. C'est le meurtre du doctorant Giulio Regeni, donc, qui travaillait à l'époque, faisait une thèse sur les syndicats indépendants de l'après 2011.
Et voilà, donc événement évidemment qui a marqué toute une génération de doctorants et aussi de chercheurs spécialistes de l'Égypte. Parce que ça montrait là aussi que la surveillance, le contexte de travail des chercheurs en sciences sociales et en sociologie politique notamment dans le pays s'était progressivement détérioré et que les mesures de surveillance et de répression s'étaient qualitativement transformées. Et le troisième événement, c'était donc quelques mois après le conflit sans précédent entre le ministère de l'Intérieur égyptien et le syndicat des journalistes, m'a évidemment contrainte donc à redéfinir, redessiner, réinventer cet objet de recherche. Parce que, bon, là, je me suis rendu compte qu'évidemment, c'était impossible de poursuivre cette enquête dans ce contexte. Et je me suis donc tournée vers d'autres types de documents, de sources plus écrites, notamment la littérature mémorielle et autobiographique, ce qui m'a donc aussi amené à transformer cet objet par un double mouvement, je dirais, de dépolitisation d'un côté et d'historicisation de l'autre. Enfin, j'étais vraiment contrainte par les sources sur lesquelles je travaillais. Donc un cadre chronologique qui explose, qui va englober toute la seconde moitié du XXe siècle, et une problématique qui va se tourner de plus en plus de questionnement de type politique vers une sociologie des professions, des groupes professionnels, et donc à la redéfinition de cet objet en termes de socio-histoire du métier de journaliste, des années donc 40 à aujourd'hui, ce qui est tout sauf une histoire ce qui reste, ce qui demeure une histoire politique, c'est-à-dire que dans ma thèse je mets en évidence évidemment le fait que cette profession est créée aussi sous l'emprise, les pressions de politiques publiques très contraignantes, on ne va pas se mentir là-dessus, mais qui m'a permis quand même de mener à bout ce travail qui a constitué une solution évidemment pour arriver au bout d'une trajectoire commencer différemment. Pour clore cet entretien, je vais m'adresser maintenant à Yves Mirmand, qui est politiste, ingénieur de recherche à l'Université catholique de Lyon et chercheur associé au Mésopolis. Donc Yves Mirmand, vous avez participé à la direction de l'enquête en danger et vous apportez aussi à l'ouvrage une contribution dans laquelle vous présentez un cas assez extrême d'entrave à la recherche, d'entrave de la surveillance à la recherche, puisque vous avez dû interrompre purement et simplement votre enquête sur les usages militants du droit en Jordanie, lorsqu'en 2013, les services de sécurité du pays vous ont définitivement refusé l'entrée du territoire. Et de plus, comme vous le soulignez, ces services de sécurité ont toujours refusé de vous fournir la moindre explication de leur décision, ce qui vous a laissé seul avec vos interrogations. Et dans votre chapitre, vous formulez par conséquent une série d'hypothèses explicatives. Quelles sont-elles ? Pour revenir juste avant sur les cas extrêmes, alors ici, on avait évoqué déjà beaucoup d'autres cas qui étaient plus extrêmes. Giulio et Jenny, bien sûr, qui nous avaient tous marqués au-delà dans l'ensemble du monde arabe et même plus loin. On a derrière, vous avez évoqué Farida Abdelha, dont il y a la fiche derrière qui est présente. Il y a eu aussi beaucoup d'autres cas, beaucoup moins documentés, de chercheurs, surtout des chercheurs qui sont issus des pays étudiés dans ces pays autoritaires et qui ne bénéficiaient pas de passeports leur permettant de fuir le pays. Mais par contre, il y a eu beaucoup de cas de chercheurs qui ont fait face à des dispositifs de surveillance, de jeunes comme en poste. Et ma recherche a essayé, on va dire, de reconstituer différents témoignages, par-delà le mien, essayer de reconstituer un petit peu les logiques qui ont façonné les réactions face à ce dispositif de surveillance et son imbrication avec d'autres. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, la plupart des chercheurs subissent les dispositifs de surveillance de manière très variée. Alors, il y a eu des arrestations très dures, mais il y a eu aussi des choses plus subtiles. On l'a évoqué tout à l'heure, des petits interrogatoires, un café, un coup de téléphone, des pressions. Et ça a été multiple, ça a été documenté,
Et ça aboutit à des conséquences. Des conséquences, la première, c'est on essaie de formuler des hypothèses. Des hypothèses, alors j'ai essayé moi-même de les regrouper ensemble et d'en sortir une série. J'en ai formulé 4 dans mon chapitre. La première, qui a été évoquée juste avant par Laurence, c'est l'idée d'une ligne rouge. Ça revient beaucoup dans le témoignage de beaucoup de chercheurs qui font face à ces dispositifs de surveillance, c'est qu'il existerait une ligne rouge. Une ligne rouge qui est tantôt les protestations dans le monde arabe, qui avaient eu lieu, tantôt les partis islamistes, tantôt des lieux, tantôt l'idée de la sécurité de l'État. Et ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre, c'est que la plupart du temps, cette ligne rouge, elle est fluctuante, elle bouge. Et les autorités la font bouger de manière très facilement autour. Donc du coup, c'est une explication qui fonctionne et qui est en même temps assez limite puisque cette ligne rouge fonctionne et on peut ne pas voir où est-ce qu'elle se trouve. La deuxième hypothèse que je formule, c'est celle du contexte de surveillance généralisée. C'est beaucoup évoqué par de nombreux chercheurs. Il y aurait une surveillance généralisée, en particulier dans les sociétés arabes, et qui fait qu'en fait, on ferait face plus facilement aux dispositifs de surveillance. Alors, cette surveillance, elle est à la fois réelle, dans le sens où il y a eu des véritables cas de présence très forte des Mukhabarat au sein de certains groupes protestataires qui étaient présents. Et elle participe aussi à une espèce de fantasme de la toute-puissance des services de renseignement qui seraient présents. Donc c'est une explication qui fonctionne et en même temps tout le monde passe sous la loupe de la surveillance et pourtant tout le monde n'en subit pas forcément à chaque fois les effets. Donc les effets sont assez variables derrière. Ça correspond à l'explication qui est souvent donnée aux chercheurs, c'est tu as été balancé. Il y a forcément quelque chose qui serait passé derrière. Ça c'est la deuxième explication. La troisième, c'est l'inadéquation du protocole d'enquête avec le travail, la compétence des surveillants. C'est comme ça que je le formule. Et c'est de dire qu'en gros, les chercheurs font des erreurs, et c'est vrai, on fait des erreurs sur le terrain, et que ces erreurs sont relevées par les services de renseignement du pays, et donc leur supposée compétence à pouvoir traiter le travail des chercheurs qui mènent une enquête de terrain. Et là, j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette hypothèse-là, et en comparant les cas, on se rend compte que la compétence des surveillants dans la plupart des pays, elle est aussi toute relative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ils ont traité notre cas en fait. Ça, on n'a pas enquêté sur comment ils traitent le cas des chercheurs, quelles sont leurs places, est-ce qu'ils nous lisent vraiment, est-ce qu'ils nous lisent en français, est-ce qu'ils nous lisent qu'en anglais, est-ce qu'ils nous écoutent, comment ils font et comment ils nous traitent, à quel moment on apparaît dans la case en fait on va mettre en place un dispositif répressif derrière. Donc cette hypothèse-là était intéressante et elle ne suffit pas aussi à expliquer les phénomènes que l'on décrit ici dans notre ouvrage. La dernière, c'est que je formule comme l'hypothèse de la marge. Ça a été souvent évoqué, c'est l'hypothèse de la chance, de la malchance, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé et parfois on ne le saura pas. Quelque chose qui s'est passé qui fait qu'un événement à la marge d'un terrain a abouti à déployer un dispositif de surveillance beaucoup plus important sur les chercheurs. Et l'intérêt de mon chapitre, ça a été de considérer l'ensemble de ces hypothèses et de voir comment elles étaient traitées par les chercheurs qui faisaient face à ces dispositifs. Et tout le monde n'a pas fait face de la même manière. Et donc la prise en compte de ces hypothèses, de ce contexte de surveillance, de ces lignes rouges supposées, elle n'est pas la même suivant le profil des chercheurs, suivant les stratégies qu'ils déploient aussi pour y faire face. Est-ce qu'ils vont médiatiser leur affaire? Est-ce qu'ils vont garder le silence? Est-ce qu'ils vont abandonner la recherche? Et ça, c'est différent en fonction de chacun des chercheurs qui a été présent. Comment vont réagir les autres acteurs de cette écologie professionnelle? Comment vont réagir les tutelles? Comment vont réagir, c'est-à-dire le directeur de thèse, mais aussi l'institution de la recherche? Des fois, il y a eu des soutiens, et tant mieux, pas toujours pour tous les chercheurs. Ça dépend aussi de leur profil, de leurs ressources. Est-ce qu'ils ont un contrat doctoral? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Et bien sûr, ça a des conséquences différentes sur la production de la recherche. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour prendre d'éventuelles questions de nos auditeurs. Nora, je t'en prie. J'aurais une question sur cette managérialisation de la recherche et surtout sur la question des comités d'éthique. J'ai vu qu'il y a un chapitre sur ça et j'ai très envie de le lire. Et un peu comment ces comités d'éthique sont-ils compatibles ou pas avec les enquêtes sous surveillance? Donc si vous pouviez nous dire un peu des pistes que propose votre ouvrage. Et une deuxième question en fait j'ai vu les sous-titres, c'est vers un nouveau régime de surveillance dans les sciences sociales. Je me questionnais sur la spécificité des sciences sociales. Est-ce que vraiment c'est un régime à part? Ou est-ce que c'est des tendances
plus général qui concerne tout type de sciences auxquelles voilà, on est confronté. Et juste pour revenir à la question de l'éthique, par exemple, aujourd'hui, quand on passe devant des comités éthiques, il y a la question des data management plans, l'injonction à supprimer aussi les données une fois que les projets sont finis, chose que moi, ça me semble aberrant, mais c'est de plus en plus imposé. Donc voilà, comment faire face à ça et quelles pistes vous proposez? Merci pour cette occasion donnée de venir illustrer des éléments qu'on a pu donner avec quelques exemples là, mais sur ce point précis, on n'a pas pu le faire. Alors, cette idée que la relation des chercheurs et aux enquêtés mériterait d'être protégée, on en convient assez vite. On considère bien qu'il n'y a aucune raison d'imaginer une extraterritorialité du chercheur qui pourrait, comme cela, vampiriser son enquêté et en faire ce qu'il veut, sans aucune attention au fond, soi-disant un projet de connaissance, mais un grand mépris. On voit bien la légitimité de dire attention, les relations des chercheurs à leurs enquêtés méritent d'être regardées. Est-ce que pour autant, les chercheurs sont devenus des spécialistes de médecine qui appliquent des traitements terribles pour tests sur leurs cobayes et méritent, à la façon des dramatiques expériences passées, remontant au nazisme ou même postérieures, il y en a eu d'autres, qu'on se dise « Ah non, mais laissons pas faire ces fous, ils peuvent être extrêmement dangereux. » Et dans ces conditions, il faut les soumettre à des comités d'éthique. Ça semble aussi une bonne idée de se dire, tiens, peut-être qu'on a là une piste pour le faire. Sauf que montre très très bien le texte d'Anaïs Marot dans l'ouvrage, c'est qu'une fois qu'on a pris cette décision de construire un beau dispositif qui dit vous allez bien expliquer ce que vous allez faire avec vos enquêtés pour qu'ils sachent bien s'ils sont d'accord ou s'ils ne le sont pas, on voit qu'à la pratique quotidienne, c'est l'enfer. C'est l'enfer quand tout à coup les enquêtés ne comprennent pas ce qu'on leur est en train de leur raconter. On a beau faire tout un tas d'efforts d'explicitation sur qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qu'on vient faire, ça semble si étrange que c'est vraiment suspect. Donc mieux vaut ne rien dire, mieux vaut refuser cette enquête-là. Donc ce qui était censé protéger devient au contraire plutôt dramatique et entrave, au mieux, facteur de déformation, plus vraisemblablement, et donc tout à fait à l'envers de l'intention. Donc on a peut-être là une petite illustration de ces bonnes idées qui nous viennent tous et dans lesquelles les chercheurs s'impliquent. Ce n'est pas qu'une affaire extérieure de grands méchants qui sont au-delà de nous et qui viendraient nous empêcher d'eux. Nous contribuons à cette aventure-là. Nous-mêmes, nous demandons parfois, alors des comités d'éthique, peut-être pas en sciences sociales parce que ça fait longtemps qu'on a compris que ça allait être compliqué, mais on nous les impose pour des raisons d'alignement sur d'autres disciplines et du coup on va retrouver votre question, est-ce que les sciences sociales sont si particulières? Mais on a en tout cas cette idée qu'il va falloir aussi prendre au sérieux le fait de regarder comment nous participons nous-mêmes à ce risque. Alors, cette comparaison avec les autres sciences sociales, les sciences sociales sont-elles des sciences ordinaires? Oui, ce sont des sciences ordinaires, elles sont construites de la même façon, elles obéissent aux mêmes professionnalisations, on l'a évoqué tout à l'heure. Elles sont exposées à des risques. Quand un chercheur de l'INRA et de l'INRAE se trouve décédé pour avoir travaillé sur le prion, on n'a pas envie, chercheur de sciences sociales, d'aller s'exposer dans des terrains de guerre, etc. Ok, on veut bien penser ces ressemblances, mais on va aussi penser autre chose, c'est que nos enquêtés ont une interaction avec nous. Nos enquêtés s'approprient ce que nous faisons. Nos enquêtés, ce sont aussi des institutions qui défendent leur image. Alors on l'a dit pour les régimes politiques tout à l'heure, les régimes autoritaires, mais on pourrait le dire exactement d'une entreprise qui ne veut pas qu'on dise quoi que ce soit sur elle, qui pourrait menacer son image. Elle est à défendre son image. Et donc, on a une situation particulière des chercheurs en sciences sociales qui répondent par une grande réflexivité à cette situation, qu'ils comprennent. Encore une fois, les surveillances ne sont pas une grande surprise pour nous. En revanche, attention à ce qu'elles n'entrent pas dans des situations trop compliquées. Je voudrais rajouter par rapport à l'efficacité sociale ou l'efficace sociale de cet argument de l'éthique, c'est que la surveillance du chercheur en sciences sociales, mais d'une manière générale, se fait toujours au nom de sa protection
de la liberté du chercheur et de la liberté de l'enquêté. C'est-à-dire que la grosse difficulté aujourd'hui à combattre l'argument éthique et à combattre tous les dispositifs de surveillance, de contrôle qui sont liés à l'argument éthique, c'est qu'ils se font toujours au nom de la défense de la liberté et de la protection. Un fonctionnaire défense du CNRS, auquel vous allez faire face, ne va jamais vous dire « je vous surveille, je vous contrôle ». Ou il va plutôt vous dire « je vous surveille et je vous contrôle pour votre bien et pour celui des enquêtés, pour le bien de votre institution, pour le bien de votre discipline ». Et là, on touche à quelque chose de mon point de vue, qui est un mouvement de fond de la société, c'est que les arguments de contrôle, de surveillance ou des arguments qu'on pourrait qualifier d'autoritaires se font très souvent au nom de l'avancée des libertés, voire même des droits de l'homme. Un autre domaine qui n'a rien à voir, certains l'abordent un peu dans le livre, c'est le domaine des migrations. Quand un président de la République ou un gouvernement aujourd'hui prend des mesures contre l'immigration clandestine, il ne le fait pas au nom de la répression, il l'a fait au nom de la lutte contre les passeurs, les trafiquants. Et donc, je réprime pour votre bien. Je réprime pour la défense de la démocratie. Je réprime pour faire avancer les libertés. Et les comités d'éthique, ça fonctionne pareil. C'est au nom d'une avancée démocratique et des droits de l'enquêté et des droits de l'enquêteur et de la protection des institutions que l'on fait de l'éthique. Et ça, s'il faut bien le dire, ce n'est pas un argument qui se présente comme un argument de surveillance, de restriction des libertés, mais au contraire, comme un argument de défense des libertés, ou du moins des droits fondamentaux des chercheurs et des enquêtés, d'où la banalisation et la force de cet argument extraordinaire que nous affrontons tous quotidiennement dans nos recherches, les fameux comités d'éthique qui sont là pour nous protéger, mais qui, quelque part aussi, contribuent à nous entraver. Voilà, c'est ça que je voulais le rajouter, parce que ça ne touche pas uniquement le domaine de la recherche en sciences sociales, mais je crois que c'est un mouvement de fond de la société, c'est quelque part surveiller, contrôler, réprimer, censurer, au nom d'une avancée de l'état de droit, quelque part. C'est ça le paradoxe, quelque part. C'est pas tant un paradoxe, mais c'est bien une des conséquences de l'avancée de l'état de droit que d'appliquer cet argument éthique et de faire qu'il soit efficace. Sylvie, on vous écoute. J'entendais Vincent, là, dans ses derniers propos et auparavant parler de cette tendance lourde qui touche les chercheurs en sciences sociales. Début janvier, à Paris, à la Sorbonne, il y a eu un colloque qui était introduit par le ministère de l'Éducation nationale et clôturé par le grand timonier de l'HCRS, qui visait à déconstruire la déconstruction et à critiquer vertement les savoirs critiques. Ça m'a beaucoup agacée, j'ai eu le sentiment que ça nous censurait un petit peu dans la façon de mener la recherche. Je me demandais si la recherche n'était pas en danger. Vous qui êtes spécialiste là de cette question, qu'en pensez-vous ? On s'est beaucoup posé la question quand on a écrit l'introduction de savoir comment se positionner vis-à-vis des débats actuels qu'il y a sur la scène politique et qui sont importants. On a Ahmed Insel dans notre préface qui lui l'aborde de manière très directe. Donc, il l'aborde dans un sous-entendu dans une de ses phrases, mais qui est clair, qui est que oui, la scène politique est marquée par des controverses. Des controverses importantes où nos propres tutelles en viennent à dénigrer certaines recherches en sciences humaines et sociales, et nous sommes ciblés directement sur ce point, et c'est important de le souligner. C'est bien sûr une contrainte de plus dans notre écologie professionnelle de savoir que notre propre ministère peuvent aussi dénigrer très fortement des recherches très reconnues dans nos domaines, des recherches de terrain qui sont menées en sciences humaines et sociales. Et donc oui, c'est à prendre en compte, savoir quel impact ça pourra avoir, c'est des récentes déclarations, quel impact ça pourra avoir déjà sur des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là, comment ils vont le prendre en compte. C'est un regard qu'il faudra qu'on soit vigilant par la suite et attentif. Un rebond de plus sur cette question. Elle est intéressante, elle aussi, parce qu'elle montre bien, si on regarde la composition des participants à cet événement réputé scientifique ou réputé académique, c'est qu'il implique un certain nombre de chercheurs. Et donc on a, dans ces modalités, non pas un exercice qu'on imaginerait bien classique d'une tutelle qui veut contraindre ses salariés à quelque chose, mais un enrôlement d'un certain nombre de ses collègues dans cette démarche.
Et ça nous intéresse à ce titre. On a travaillé sur le caractère collectif, comment la communauté est délibérément clivée par ce genre de débat. Mais sur un autre sujet, ce sera une autre façon de pouvoir mobiliser les pairs, à articuler avec des médias, donc extérieurs à la communauté, pour être facteur d'hétéronomie. Donc cette situation dans laquelle nous met notre ministère avec cet événement, à la limite, elle est particulièrement criante et elle permet de bien voir les choses. Mais il faudra qu'on fasse particulièrement attention au fait qu'on a des équivalents plus discrets. Les implications sur les autorités d'évaluation. Tiens, c'est quoi cette histoire de HCERES? Qui décide de qui le préside? On a aussi un exemple où ce qui pouvait être de l'ordre d'un gain de professionnalité, où on délègue à des acteurs parmi nous le soin de contrôler, d'accompagner le travail, se transforme un peu. Et donc il nous faut prendre au sérieux ce fait que ces surveillances, encore une fois, sont à prendre systématiquement comme objet d'étude, mais à prendre aussi comme objet d'étude leur articulation entre elles. Et quand elles font système, là, les choses sont en train de tourner vers quelque chose qui menace vraiment les possibilités de recherche. Je pense que cet exemple en est un beau. Sur les comités d'éthique qu'on évoquait tout à l'heure, on va avoir forcément des universités qui vont nous dire « mais ça marche très bien les comités d'éthique dans ma maison ». On a fait ça entre gens qui sont de bonne intention et qui comprennent bien l'intention et le font très bien. Oui, mais on ouvre la possibilité à d'autres choses. Donc voilà aussi comment on a pensé que on devait traiter de ces moments chauds, mais aussi se donner les moyens de tourner des instruments de sciences sociales vers ces pratiques-là, pour essayer de ne pas trébucher sur ces événements qu'on pourrait singulariser, mais qui font parfois système. Et dans notre intention, le livre se termine au bout de 379 pages, mais il est, à notre sens, pas tout à fait terminé. On verrait bien de le poursuivre sous la forme d'un carnet, d'un blog, de quelque chose qui enregistrerait ces surveillances singulières qui peuvent faire système à certains moments, qui enregistrerait les expériences internationales, parce que vous lirez au sommaire du livre, même si on est dans une séance qui nous a permis d'évoquer des contributions de chercheurs français sur les mondes arabes et musulmans, nous sommes quand même beaucoup autour de chercheurs français, et donc il faut faire cet effort-là d'aller regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Alors sur les comités d'éthique, on a pu un peu le faire, puisque la contributrice vient d'Australie et travaille en Afrique. Bon, mais voilà, il faut continuer et on sent bien que c'est dans cette poursuite qu'on pourra trancher entre petits risques assumables et grands risques à redouter. Cet épisode de Livre et Môme est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre dirigé par Philippe Aldrin, Pierre Fournier, Vincent Gesser et Yves Mirmand, L'enquête en danger vers un nouveau régime de surveillance dans les sciences sociales, paru en 2022 chez Armand Collin. Vous pouvez revoir ce séminaire sur la chaîne YouTube de Lire et Môme et le réécouter en podcast sur Anchor, Spotify, Apple Podcast et bientôt d'autres plateformes. La prochaine séance de Livre et Môme aura lieu le vendredi 11 mars à 11h. Notre collègue Kamel Chachoua s'entretiendra avec Hélène Clodo-Awad à propos de son livre « Habiter le désert, les Touaregs de la Hagar », photographié par Marceau Gast, 1951-1965, paru aux éditions Non-Lieu en 2021. Merci encore à Pierre Fournier, Vincent Gesser, Laurence Dufresneau-Bertin et Mariana Guillat et Yves Mirmand de nous avoir accordé cet entretien, et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous le 11 mars prochain. Au revoir à toutes et à tous.